messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comment a été la chasse au gros gibier pour la saison 2013? Et on revient également sur la fameuse tique d'hiver de l'Orignal. Également, les prélèvements d'ours noirs pour la saison. Et aussi, il y a le ministère de la Faune en collaboration avec l'Agence de la Santé qui vérifie la présence de cadmium chez les orignaux. Alors tout ça, on en discute avec un expert en la matière qui nous honore à chaque année de sa présence à cette émission. C'est le biologiste grande faune, M. Marcel Paré. M. Paré, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence à cette émission, M. Paré. C'est très apprécié. C'est apprécié de notre part et c'est apprécié aussi beaucoup des chasseurs qui m'en parlent. Des fois, il y a des choses que les chasseurs aiment savoir. Puis, il y a des personnes placées comme vous qui sont là pour les conseiller également. Monsieur Paré, c'est votre visite annuelle. Ça nous fait toujours plaisir, comme je le disais tantôt. Comment a été la chasse 2013? Je dirais moyenne. C'est un résultat... OK. Parce qu'on avait droit aux 3 sortes cette année. OK, c'est beau. OK. Donc, oui. Et l'autre particularité, sans qu'on ait rien changé là, dans la réglementation, c'est juste, si on peut dire, le jeu de calendrier. Okay. La saison commençait le plus tard possible dans la définition qu'on connaît, c'est-à-dire le samedi du congé de l'Action de grâce. Congé de l'Action de grâce, OK. Qui varie du 6 au 12 octobre. Donc, l'an passé, c'était le plus tôt possible. Ça avait commencé le 6, puis là, cette année, c'était le 12. Et ça y fait beaucoup? Oui, parce que plus on est tard, généralement, je dirais, plus on a de difficulté à capturer ou à faire sortir les mâles. Okay. Donc, ça paraît généralement. Quand on commence plus tard, le succès de chasse, du moins sur les mâles, est moins bon. Ah, OK. Et ça semble expliquer là, un peu certaines baisses qu'on observe cette année. OK. Ça demeure une bonne récolte. Les données ne sont pas complètement compilées. Oui, à 100 mais on parle d'environ quoi, M. Paré? C'est au moins de l'ordre de 2900. 2900. Ouais. Donc, c'est une bonne saison. Bonne saison, un peu moins qu'il y a 2 ans, où on avait enregistré 3200, mais il y a 4 ans, c'était autour de 3000. OK. Ça veut dire qu'on joue entre 2008, 2009 et 3002 environ, 3002, 3002 environ. Quand tout est permis. Oh oui, là, quand tout est permis. C'est ça. Puis cette année, on voit aussi justement, c'est qu'il y a vraiment à peu près 200 mâles de moins prélevés qu'à l'habitude. Dû au début de la chasse qui était... En tout cas, fort probablement. Comme tu as dit, c'est préliminaire là, parce qu'on va voir avec d'autres analyses au cours des prochaines semaines. Ça peut l'expliquer. Puis l'autre élément, c'est ça. Il y a quand même une bonne récolte de femelles, là, probablement autour de 1400, au-delà de 1400 femelles qui ont été prélevées. Ce qui n'est pas dommageable comme tel, là, parce qu'on sait bien qu'en les protégeant une année sur 2, là, la quantité de femelles adultes augmente. Là, oui, exactement. Parce que si on prend en 2011, parce que la femelle en 2012 n'était pas permise. C'est ça. Alors, on parle de 1422 en 2011. Ça veut dire que ça joue à peu près là, dans les mêmes chiffres de 2 ans à 2 ans quand on a droit à tout. Tout à fait, tout à fait, oui. Et l'autre élément, ce qui semble être un peu plus faible, c'est le nombre de veaux, de fers récoltés. OK. On a déjà prélevé jusqu'à 450 fers par année. Cette année, c'est de l'ordre de 320 là, à date. Là, OK. Parce que, oui, justement, si on regarde ici, juste en 2005, entre autres, 458 et en 2006, 450. Ouais. Et puis, on regarde en 2007, on vient de baisser de 100 environ parce qu'on tombe à 357. Ouais. Ça, c'est un certain indicateur aussi. Oui, comment on explique ça, okay. Bien, si on se ramène aux années 2004-2005, on voyait la progression, mais en fait, on le voit un peu ici, c'était en progression à peu près continue depuis le premier plan de gestion en 1994. Donc, ça augmentait, ça augmentait, bien ça oui, augmentait. On voit sur le graphique, là, oui, exactement. Puis, donc, c'est parce que, c'est ça, là, c'était vraiment comme, c'est ça, en ascension, je peux le dire. Là, la productivité était meilleure, tout ça, donc ça se reflète dans la récolte. Les dernières années, il semble avoir un certain affaissement. On va voir là, avec des analyses plus approfondies éventuellement. Mais c'est des indicateurs qu'on suit, ça, évidemment. On sait que d'un côté positif, je dirais, l'âge moyen des femelles a augmenté. Il a plus que doublé depuis le premier plan de gestion. Alors que l'âge moyen des femelles dans ces années-là, c'était fait à peine 3 ans, entre 2 ans et demi, 3 ans. Et là, on a au-delà de 6 ans et demi.
comme âge moyen des femelles. Donc, c'est énorme comme progression. Est-ce qu'on peut dire que tout ça est dû au fameux plan de gestion? Tout à fait. C'est ça qui fait toute la grosse différence. C'est ça. Le fait qu'on protège là, vraiment un nombre assez important de femelles adultes, bien, ça se reflète dans ces éléments-là. Parce que si on en vient avant les plans de gestion qui ont commencé en 1994, c'est ça. Bon, si on en vient avant ça, où on avait le droit de tuer les 3 sortes, un permis par tête à ce moment-là, là, on s'en allait dans le champ, autrement dit. On s'en allait dans des... où l'orignal aurait été en diminution énormément. Effectivement, avec un assez grand nombre de chasseurs, du moins en région, tout ça, puis une pression semblable, bien, on gérait la décroissance. Oui, exactement. On observait ou on subissait la décroissance graduelle. Donc, c'est donc dire que le plan de gestion, c'était... je sais qu'au début, ça avait été pas trop bien vu. Les chasseurs disaient, et j'en suis un, qui disait « Ah, bien là, ça va être rendu, il va falloir mettre deux permis sur une tête. Il va falloir qu'on soit toujours accompagné de notre copain ou d'une personne avec un autre permis, etc. » Mais on voit, par exemple, que ça a été... Sans ça, le nombre d'orignaux serait en baisse tout à énormément. Fait. Le permis, par exemple, le fait d'obliger l'annulation de 2 permis, c'était venu avant. Oui, c'est ça, par exemple, c'était venu avant. Oui, mais on voyait quand même graduellement, depuis le début des années 80, il y avait soit un report des saisons de chasse, soit un raccourcissement des saisons de chasse, puis l'ajout c'est ça, l'annulation. Donc, c'était d'autres modalités qui visaient, mais c'était pas suffisant pour améliorer. Donc, ces plans de gestion-là, c'est ce qu'on peut dire qui a sauvé les orignaux un peu, qui fait qu'aujourd'hui, on en voit encore et on en chasse encore beaucoup. Oui. Puis je dirais à l'échelle provinciale aussi, c'était vraiment remarquable. Regardez, cette année, là, il va peut-être y avoir peut-être 27-28 000 orignaux prélevés à l'ensemble de la province. Puis le nombre de chasseurs n'a jamais été aussi élevé. Là. Oui, justement, j'aimerais ça qu'on en parle. Ici, il s'est vendu combien? Pour la région, ça c'est assez stable depuis 1994. OK. Et cette année, c'est de l'ordre de 26 000 permis, un peu plus que 26 000 qui ont été délivrés. Donc ça, pour la région, je dirais que ça demeure assez stable. Ailleurs, dans l'échelle provinciale, là, on a été longtemps autour de 150-155 000. Puis cette année, ça va dépasser le 181 000 permis. Oui. C'est énorme. Jamais... Puis une chose qu'on remarque aussi, M. Paré, et vous serez d'accord avec moi, c'est rendu la chasse à l'Orient, c'est un sport de famille. Ça, c'est... les jeunes commencent jeunes, sont éduqués à l'orignal, puis au gros gibier en général. Puis c'est un sport familial. C'est pour ça qu'on a voulu faire agrandir un peu les camps de chasse. On n'embarquera pas là-dedans. Là. Sauf que ce n'est plus maintenant, ou presque plus, 2 copains qui s'en vont à la chasse. C'est rendu que c'est une famille qui s'en va à la chasse. Ça, c'est fameux. Là, comme, puis je dirais, la Fédération des chasseurs, je pense que s'est investi beaucoup dans cette orientation-là, je dirais. Là. Et puis, avec le ministère, le fait, par exemple, d'offrir des permis gratuits d'initiation. Oui, d'initiation. Ça enclenche quand même un bon nombre de nouveaux adeptes là, qui viennent une année de façon facilitée, disons, à pratiquer l'une ou plusieurs chasses. Puis après, ils suivent leur cours, puis ils deviennent des fidèles adeptes. Là. Monsieur Paré, il y a quelque chose que l'on ne parle pas souvent, sauf que c'est très important. Il y a la chasse à l'arc aussi, qui prend de l'ampleur à chaque année. Tout à fait, oui. Et même si, proportionnellement, c'est peu par rapport à la récolte totale, disons, si on pense, là, mettons, à 2900, 3000 orignaux prélevés, bien, cette année, c'est 135 orignaux qui ont été prélevés à l'arc et arbalète. Oh mon Dieu! Ce qu'on voit encore là, c'est comme graduel. On voit ça monter. Mais oui, depuis votre graphique ne ment pas. Là, on voit que ça monte. À chaque année ou presque? Oui, parce que on a eu comme des plateaux, des fois autour de 80. Après ça, les 2 années d'avant, on avait eu au-delà de 100, 107. Et là, 135. Ça paraît peu, mais la progression est vraiment solide. La progression est là. Puis l'autre particularité aussi, évidemment, en région, le fait que l'arbalète ne soit pas, disons, autorisée en territoire libre durant la saison exclusive à l'arc. Il y a plus de 2 tiers des orignaux sont prélevés à l'arc. Ça reflète vraiment
je dirais, l'intérêt des gens. Lorsqu'on a consulté, en tout cas, au renouvellement du plan actuel, on voulait vérifier cet aspect-là, ce qui était prêt. Puis, majoritairement, là, les gens ne voulaient pas reconnaître l'arbalète au même titre que l'arc. Et je pense que ça se reflète évidemment dans la récolte. Les gens sont parce que vraiment, si on en vient à la différence entre l'arc et la carabine, c'est sûr, c'est qu'on ne tirera jamais un orignal à 1000 pieds ou à 800 pieds avec un arc, chose que l'on fait avec une carabine. Fait que ça veut dire que moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne veux pas déplaire à personne là, et déprécier personne, mais la vraie chasse, on peut l'appeler la chasse à l'arc, parce que là, on ne peut pas le tirer à quoi? Maximum une coupe de 100 pieds. C'est en dedans de 100 pieds. En dedans de 100 pieds, même. Ouais, 30 mètres, 35 parce mètres. Parce que j'ose avec des personnes qui vont, moi, à l'orignal, à l'arc, puis qui ont tué, puis qui me disent « Ah, il était à peu près à 30 pieds, 35 pieds. Extraordinaire! » C'est vraiment un autre contexte. C'est complètement un autre contexte. Oui. Fait que ça veut dire que si on résume avant de passer là, aux autres sujets, M. Paré, dans l'ensemble, la chasse 2013 a été ordinaire. Je veux dire, ce qui se passe habituellement quand on chasse les trois gibiers, quand on parle de femmes, puis femelles et mâles, ça veut dire que ça a été, dans l'ensemble, le nombre de permis est à peu près toujours le même. Puis c'était quand même une bonne récolte. Et les biologistes à grande faune sont en accord avec ça, puis ils sont heureux de ça parce que, justement, les plans de gestion, c'est vous autres qui travaillez sur les plans de gestion avec les associations de chasse et pêche aussi, il faut le dire. Et puis, fait que dans l'ensemble, le travail est bien fait. Tout à fait. Il reste que quand même un outil qui est fort utile, qu'on fait là, occasionnellement, disons, aux 8-9 ans, c'est d'aller compter finalement combien il en reste en forêt. C'est l'inventaire aérien. Exactement, le fameux inventaire. Oui, et ça, en principe, en janvier 2015, on devrait faire. Là, 2015 et non pas 2014. Ça veut dire, OK, dans un an d'ici. C'est ça. Fait que ça, c'est fait à la grandeur du Québec. Non, non, c'est fait ici, mettons. Zone par zone. Comme par cette zone, année, il y a 3 zones. On va aller aider une équipe là, au nord de Parent, là, pour ce qu'on appelle la zone 14, là, gérée par la Mauricie. Donc, on va aller aider, en fait, 3 personnes probablement d'ici. Non, c'est des travaux d'envergure qui durent 3-4 semaines, juste une zone de chasse. Hein. C'est énorme. C'est fait par hélicoptère aussi, je Oui, c'est ça. Généralement, là, oui. C'est une chose qui est essentielle. Bien, ça permet de voir justement combien il en reste en forêt, combien il y a de mâles, de femelles et de jeunes. Donc, ça permet de calibrer là, aux besoins de la réglementation. Exactement. Alors, mes félicitations aussi à tous les chasseurs, chasseuses aussi, parce qu'il y en a beaucoup et de plus en plus qui ont abattu leur orignal cette année. Puis, ceux qui n'ont pas réussi l'exploit, mais on leur souhaite bonne chance pour l'an prochain, tout simplement. Et surtout, continuer à être vigilant, puis à être prudent, puis à observer les lois. Voilà ce que ça donne quand un plan de gestion est bien suivi. Bien, ça permet justement à des personnes de continuer à aller à la chasse et d'être chanceuses aussi. Oui, c'est tout à fait. Monsieur Paré, les fameuses tiques, on en a parlé, on a fait une émission un peu sur ça, on avait parlé l'an passé, on avait des photos, ça fait un ravage épouvantable dans le... Ça dépend, en fait, l'objectif. Au Québec, il n'y a pas de ravage, disons, comme tel. La tique est présente sur une grande partie du Québec. Et on voyait, à un moment donné, des photos que vous aviez, justement, on en a, que l'orignal était... dégarni, là. Oui, exactement. Et ça, évidemment, lorsqu'elle est vraiment bien présente, l'effet va se faire observer en hiver, fin de l'hiver, début du printemps. OK. Dans le cycle, brièvement, évidemment, les tiques, en fait, comme elles vont se développer l'été dans le sol, vont monter après les arbustes. À ce moment-là, c'est très petit, là, comme la pointe d'un crayon. Là, mon Dieu, OK. Puis là, vont... Si petit que ça qui fait autant de ravages. J'aurais dû en apporter, là, j'ai pas... Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-ci, comme à l'automne, ils sont petites, puis ils ne font pas vraiment de ravages. OK.
Ça va au C'est printemps. au cours de l'hiver. OK. Tu sais que là, évidemment, elles grossissent, ils piquent de plus en plus pour s'abreuver de sang. De sang, oui. Puis là, ça crée des démangeaisons. Ça fait que là, l'animal va se frotter avec le museau, il va se C'est frotter là que ça après fait un arbre. qu'il C'est là que il le se poil va dégarnit. tomber. Ouais. OK. Puis si ça tombe sur une grande surface, bien, imaginez en hiver des gros froids, il perd la chaleur. Ben oui, c'est sûr. Il C'est sûr. perd beaucoup de temps, évidemment, en se frottant, puis tout ça. Il n'y a pas autant de temps, disons, pour bien s'alimenter ou tout ça. Donc, sa condition physique se détériore. Ah, OK. Puis c'est là, des fois, lorsque c'est vraiment majeur, qu'à la fin de l'hiver ou au début du printemps, qu'il peut succomber. Ah, OK. Puis souvent, bien, les jeunes de l'année, évidemment, sont plus petits, ils se frottent plus encore dans les arbustes. Des fois, ils sont plus affectés. Puis c'est là. Mais au Québec, il n'y a pas beaucoup de cas, en fait, de mortalité d'observer de cette façon-là. Mais dans voyons, des secteurs là, aux États-Unis ou dans OK. l'Ouest canadien, des fois, le climat, des fois un peu plus chaud, tout ça, l'impact parfois est considéré important. L'impact est plus fort qu'ici Ouais, c'est à ça. ce moment-là. Puis nous, l'objectif, c'était de documenter, en fait, d'avoir une meilleure idée de la présence au Québec et de voir, c'est ça, avec le temps, parce que ça peut varier d'une année à l'autre, pas de façon radicale, parce que c'est lié au climat. On peut penser, mettons, au printemps qu'on a eu, nous, l'an passé, ça a été relativement rigoureux assez tard, même jusqu'à début mi-mai. Mi-mai, OK. C'était assez froid. Oui, Donc, oui, exactement. donc, quand la femelle, elle, à la fin de l'hiver, au début du printemps, elle va tomber au sol. Donc, si c'est glacé, de la neige ou tout ça, bien, les œufs ne peuvent pas vraiment se développer. Ah, Tu sais, OK. alors que si c'est des printemps secs comme l'année d'avant, Oui. bien là, ils n'ont plus de chance. Donc ça peut jouer sur le nombre de tiques qui peut être présent sur l'animal. Donc on l'a échantillonné encore cette année, en fait, sur des orignaux là, à la station de Rouyn-Noranda, sur 51 ou 52 orignaux, je dirais 82 en avaient. Ah, Il n'y en avait Dieu, pas OK. beaucoup, mais il y en a. Donc, Ça, c'est M. présent. Paré, ce qui est important de dire aussi, c'est que la présence de tiques n'affecte pas la viande. Tout à fait. C'est vraiment Ça, en là, c'est surface. important de le dire Ouais. parce que des fois, les gens peuvent penser, ah ben là, l'orignal, il ne sera pas bon, la Ouais. viande, mais non. Pas ça. du tout. Non, non, c'est ça, effectivement. C'est vraiment, c'est un peu, je dirais, comme l'équivalent, c'est des animaux domestiques d'une puce. Tu sais. Ah, OK. Elle va vivre dans le poil, elle va Mais piquer, elle- tout ça. elle mais affectera pas la viande. C'est ça. Fait que ça, effectivement. Puis même sur nous, quand on frotte ou tout ça, j'en ai fouillé, là, ça fait une centaine d'orignaux Oh, que oui. je fouille pour ça. Puis regarde, ça ne monte pas après nous. Là, tu sais, Non, non, non. OK. c'est vraiment pris à la base des poils, ça se promène dans le poil tranquillement. Pas vite. Fait qu'encore au moment C'est, où l'on se parle en 2013, bientôt 2014, il y en a encore, Ouais, cette fameuse ouais. tique-là. Prochainement, en tout cas, bientôt, je pense qu'on va avoir un portrait provincial de OK. cette opération-là de cette année. Mais, Puis on va vous réinviter à venir nous en parler parce que les chasseurs m'en parlent beaucoup, hein, qui me disent, là, on est inquiète de ça, fait Ouais. que on fera peut-être une autre émission uniquement sur ça pour rassurer tout le monde à ce moment-là. Parfait. Le fameux cadmium, M. Ouais. Paré, Ouais. parce qu'il y a eu quand même des prélèvements de fait Ouais. sur ça avec l'Agence de santé. Tout à fait. C'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est qu'on demandait, évidemment, ça dépend, c'est basé beaucoup sur la collaboration, évidemment, des chasseuses chanceux. En fait, Oui, c'était c'est ça, de OK. penser des fois à l'éviscération de leur animal, de conserver un rein. Pourquoi un rein? Parce que ça se manipule bien, c'est pas très gros, c'est comme une grosse feuille, ça, à peu près gros comme ça. OK. Puis, tu sais, c'est ferme, ça se manipule mieux, disons. Puis l'autre élément aussi, c'est que c'est dans le rein où on observe les plus grosses teneurs, les plus fortes teneurs. Donc, c'était un peu, vous savez, depuis 1985 qu'on a eu un certain suivi, un certain prélèvement d'échantillons, même de foie, de reins. En 86, on avait eu une campagne énorme sur l'ensemble de la région, puis on avait eu beaucoup, beaucoup d'échantillons. Et puis, ça avait permis de dresser un portrait, puis de dire, bien, oh, la région, malheureusement, on est champion là-dedans, là, au niveau des plus fortes teneurs. Puis, à l'occasion, on a refait certains relevés. Puis là, bien, heureusement, avec l'Agence de santé, là, il était prêt cette année à relancer, à remettre à jour ces données-là. Et la Fonderie Horn aussi y participe. C'est eux qui font les analyses de laboratoire. C'est des analyses très minutieuses, puis tout ça. Donc, on a obtenu, je dirais, 25 échantillons au total, disons. Et ça nous prend, évidemment, à ce moment-là, on prélevait les dents pour qu'on ait l'âge d'animal.
les reins. Puis ce qu'il y avait de plus aussi, c'est rendu, je dirais, tellement sophistiqué, on prenait un sabot. Ben oui, j'ai ça ici là, dans les notes, là, un sabot. Puis ça, ben, ça permet de faire le lien avec son régime. Ils peuvent, avec des analyses chimiques assez sophistiquées, de décrire, en fait, de connaître ce que l'animal a mangé au cours des semaines, des mois précédents. Fait que ça ajoute là, une précision sur son régime alimentaire. Puis les gens de l'agence aussi ont échantillonné des sols, des plantes, l'air. Ça fait que ça va permettre de décrire mieux le portrait. Là. Le temps passe vite, M. Parry. Il reste à peine 1 minute pour prélèvement ours noir. Bon, bonne récolte aussi. L'ours, comme dit, on est une des grosses régions, en fait la plus grosse région de récolte d'ours. C'est de l'ordre de 870 ours qui ont été prélevés. C'est gros? Oui. C'est bon. L'année dans la moyenne? L'année d'avant, on était allé à près de 1000. Ça, c'était 1000, là, c'est vraiment comme une bonne vitesse de croisière. C'est pas excessif. Mais à 870, puis ce qu'il y a d'intéressant aussi les dernières années, il y a un petit peu plus d'ours qui sont piégés. On parle de 87-88 ours piégés. Mais la chasse demeure le gros bloc là, de prélèvement. Puis au moment où l'on se parle, ils sont pas mal rentrés dans leur hibernation, puis ils font dodo. Oui, parce que là, ils ne veulent pas gaspiller leur réserve de nourriture. Il n'y a plus grand-chose à manger. Ça fait qu'il faut qu'ils se couchent et qu'ils restent tranquilles. Au printemps prochain. Monsieur Parry, merci beaucoup de votre présence à cette émission-là. Puis après les fêtes, on va se revoir pour la fameuse TIC, à savoir exactement où ça en est rendu pour rassurer un peu tout le monde. Bien, parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Parry. Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà 17 ans que le Club Lion de Macamic organise, en collaboration avec le Club de la Fraternité, une collecte de denrées non périssables pour les plus démunis du secteur macamicois. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cette collecte, le Lion macamicois, Gaétan Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir et de recevoir le Club Lion, un club qui fait beaucoup dans le secteur de Macamic. Et puis, on n'aura pas le temps de tout énumérer tout ce que le Club Lion fait, parce qu'il y en a beaucoup. Mais entre autres, ça fait quand même plusieurs années que le Club Lion rend un Noël un peu plus heureux à quelques familles du secteur de Macamic, et je pense que ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Comme tu viens de le mentionner, ça fait 17 ans là, que le Club Lion s'implique pour une collecte de denrées qu'on fait là, toujours le premier dimanche de décembre cette année. Ça va être le 1er décembre, en fait. Okay. Et puis, à chaque année, on est fiers de récupérer beaucoup de denrées qui, effectivement, permet de préparer au club de rendre peut-être des Noëls un peu plus heureux. Et quand j'ai dit heureux, ce n'est pas seulement une question de jouets puis de cadeaux, c'est une question aussi de denrées non périssables. C'est important. On fait des paniers parce qu'on sait que dans n'importe quelle municipalité ou village ou ville, il y en a qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Puis des fois, ce n'est pas de leur faute. Très souvent, c'est la vie qui est comme ça. Exactement. Je crois qu'il n'y a pas personne là, dans notre société là, qui volontairement va dire « moi, je veux avoir de la difficulté dans la vie ». Donc, ces gens-là ont besoin d'aide. Oui. Et puis, nous sommes très fiers là, de contribuer au moins à ce qu'il est un jour de Noël un peu plus agréable, un peu plus heureux. Ouais. Exactement. On parle toujours de denrées non périssables, M. Thibodeau. Fait que, en gros, on va le redire, même si on le dit à chaque année. Oui, exactement. C'est des denrées non périssables, là, parce qu'il faut comprendre là, que, oui, il y a la collecte, et puis la distribution ne se fait pas naturellement. Là, les journées même, ou même ça peut prendre quelques semaines avant que la distribution se fasse. Donc, c'est important là, que les denrées puissent se conserver, qu'il n'y ait pas de perte là, au niveau là, de ces denrées-là. Exactement. Donc, c'est bien important là,
qu'on ait des denrées qui soient non périssables, on pense à des céréales, on pense à des du produits canage, en canage qui se conservent très bien. Et les denrées périssables, entre parenthèses, on parle de viande, etc. Il y en a qui c'est dans les paniers de Noël, mais c'est acheté juste une journée ou deux avant la distribution, je crois. Oui, exactement. Puis en même temps, là, on va en profiter là, pour inviter les gens. Ceux qui ne veulent pas préparer de produits peuvent faire des dons en argent. Oui, c'est ça aussi, là, c'est important. Ça peut être un chèque au nom du Club de Fraternité. Dons en argent aussi sont les bienvenus. Et puis avec cet argent-là, bien, c'est sûr que ça permet, lorsque les paniers sont préparés, permet d'avoir un panier complet. Ils peuvent rajouter même des fruits, des légumes, de la viande. Je sais que dans chaque panier, en général, il y a toujours une dinde. Okay. Et puis, ça permet justement d'acheter là, une dinde et puis quelques produits qui complètent un panier. Exactement. Puis également aussi, les personnes qui veulent donner des jouets aussi. C'est bienvenu également. Mais là, il faut faire attention. Là, ce ne sont pas des jouets qui sont brisés, etc. Là, ce sont des jouets quand même, parce que les lions qui n'ont pas le temps de réparer et de tout ça. Là. Exactement, exactement. Les jouets sont les bienvenus. Par contre, comme tu mentionnes, c'est important que ce soit des jouets là, qui soient encore en bon état. Et puis, écoute, à chaque année, on en récupère beaucoup. Puis je pense que la population a très bien compris ce message-là. Ce qu'on récupère, c'est souvent, toujours, en fait, en excellentes conditions. Puis, ça permet, là, peut-être, aux familles qui ont des jeunes enfants, d'avoir des cadeaux plus... Il y a aussi, M. Thibodeau, des lunettes, cartouches d'imprimante, c'est encore ça? Il y a encore les lunettes, oui. Les lunettes, c'est bien important. C'est très apprécié, là. Il y a un centre... dans le Club Lion International, il y a un centre là, qui s'occupe de restaurer un peu ces lunettes-là et puis de les distribuer dans des pays là, plus en besoin, sous-développés. Par contre, les cartouches d'encre, on ne les ramasse plus. OK. Cette année, on ne les ramassera plus. Okay. Malheureusement, les compagnies qui réachetaient ces cartouches-là ont décidé que c'était fini, autrement dit. Par contre, on invite les gens à en disposer là, de bonne façon, soit au magasin où ils achètent déjà leurs cartouches, de bien en disposer, mais par contre, nous, on n'en fera plus la collecte. Si on parlait de la date de la collecte et l'heure. La date, comme j'ai mentionné, ça va être le 1er décembre. OK. Alors, on devrait débuter autour de 12h30, naturellement, dépendamment du secteur de la ville que vous êtes. Ça peut aller vers 14h30, 15h, ou 15h30 même. Alors, vers 12h30, on va débuter. Et les membres sont identifiés aussi à ce moment-là? Oui, les membres sont identifiés. La plupart des véhicules sont identifiés avec un crest sur la porte magnétique. Donc, les membres sont identifiés. Ceux qui ne voudraient pas répondre à la porte, juste accrocher le sac sur la poignée de porte, puis vous allez les ramasser. Là, oui, exactement. Juste si vous ne voulez pas être dérangé pour X raison, ou vous vous absentez aussi, avant de partir, laissez ça sur bien en vue là, sur la poignée de la porte ou directement devant la porte. Et puis soyez assurés là, que les membres Lion vont passer, vont récupérer ces produits. Puis, Et en terminant, ceux qui aimeraient s'impliquer, des fois, on n'est pas obligé d'être membre Lion, là, ceux qui voudraient s'impliquer pour aider à la collecte. Les gens peuvent le faire. Oui, exactement. Puis c'est toujours très bienvenu parce que le territoire est quand même assez grand. Oui. On a quand même beaucoup de résidences à visiter, là, un peu plus que 1000 foyers là, dans le secteur, qui inclut Colombo aussi. Oui, exactement. Donc, le territoire est grand. Puis, s'il y en a qui veulent s'impliquer, vous êtes les bienvenus. Contactez un membre Lion, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Monsieur Thibodeau, merci infiniment. Puis on invite les gens à être très généreux le dimanche 1er décembre à compter de 12h30. Les Lions vont amasser des denrées non périssables et des lunettes et des dons en argent également. Monsieur Thibodeau, merci infiniment. Puis bravo au Club Lion de s'impliquer pour des causes qui sont toujours extraordinaires comme ça. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions de l'invitation. Merci. Ça fait toujours plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.